Merci encore une fois de nous rejoindre sous les antennes de Justicia TV pour suivre ce magazine Information électorale pour tous, une production de l'Association des communicateurs à travers sa chaîne Justicia et un projet qui bénéficie du soutien technique du Centre Carter et du soutien financier de la coopération britannique. Alors, pour ces nouveaux numéros sur ces plateaux, nous avons deux invités. Nous avons M. Guy Blaise Kitiki, chercheur du droit des médias. Voilà. Bonjour ou bonsoir, M. Guy Blaise Kitiki. Bonsoir, Diego. Soyez les bienvenus sur le plateau de Justicia. Le second invité, c'est Maître Pacifique Nkunzi. Il est expert et enseignant des élections. Donc acteur de la société civile. Bonjour, bonsoir Maître Pacifique Nkunzi. Bonjour, bonsoir messieurs les journalistes. Ok, donc c'est pour parler, comme je le disais tout à l'heure, des questions électorales. Et d'emblée, comme on le sait, depuis la semaine dernière, le président de la Commission électorale nationale indépendante a présenté la feuille de route du processus électoral. De quoi s'agit-il exactement, feuille de route? On en parle. Monsieur Guy Blaise Kitiki, c'est quoi une feuille de route? Oui, une feuille de route, c'est vrai. La question peut-être sera explicitée par l'expert du processus électoral qui enseigne sur les élections. À mon entendement en tant que scientifique, en tant qu'intellectuel, lorsqu'on parle d'une feuille de route, une structure qui parle d'une feuille de route, c'est les chemins balisés, la voie à suivre, avec tous les éléments mis dedans, avec un chronogramme. La feuille de route est vraiment différente des calendriers. Qu'on ne confonde pas feuille de route et calendrier. C'est vrai, on peut retrouver dans une feuille de route, comme on a retrouvé la CENI, de grandes lignes sur de grandes dates. Et on donne les points essentiels qu'il faut à telle période, à telle période. Et c'est ça la feuille de route. Mais aussi, on présente tous les éléments qui peuvent entrer en ligne de compte pour réussir ce qu'on veut chercher. Par exemple, dans le cadre si présent, c'est qu'il faut organiser les élections. Voici les conditions, voici les éléments. Mais également, dans une feuille de route, on présente tous les éléments de contrainte. Si vous voulez que nous atteignions l'objectif à telle période, voici ce qu'il nous faut. Et si nous ne faisons pas cela, en termes de finances, en termes de beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte, nous n'allons pas atteindre les objectifs. Voilà, c'est ce qui englobe la feuille de route. Mais les calendriers, excusez-moi d'aborder la question, il va me compléter, le calendrier donne les précisions, telle date, de telle date à telle date, on fait ceci, on enregistre le candidat, on dépose des candidatures, tel ceci, tel. Voilà, donc il y a de précisions de dates et des événements ou les opérations, voilà les termes que j'ai cherchés, les opérations réelles qui doivent être réalisées. Mais par contre, dans la feuille de route, on peut donner une date, par exemple le 6 février, nous voulons faire ceci, telle grande opération, mais qui est éclatée dans le calendrier électoral. Ok, merci beaucoup M. Guy Blaise Kitiki. Maître Pacifique Nkunzi, la feuille de route présentée par le président de la CENI, c'était le bon moment? Très bien. Je voulais juste ajouter un mot parce que j'ai beaucoup apprécié l'explication, les éléments fournis par notre collègue par rapport à la première question. Parce que nous avons vu le 3 février dans la soirée, nous avons reçu beaucoup d'appels téléphoniques. Qu'est-ce que Pacifique, tu peux nous disponibiliser les calendriers que la CENI venait de publier. Tout de suite, on parlait de calendrier. Oh, tout de suite, on parlait du calendrier. Ouais. Et je vis que toute l'opinion, une grande partie, n'est-ce pas, était emballée dans les calendriers. Et pourtant, ce sont deux notions différentes. En tout cas, la feuille de route, c'est la boussole. Hein? La boussole, une vision bien ajustée que l'OGE se fixe, comme l'a dit les collègues, et qui reprend les éléments énoncés, n'est-ce pas? Contrairement à un calendrier qui précise les dates précises, les opérations, de la manière dont on compte le faire, et ça vous précise les activités
les activités critiques et les activités qui ne sont pas critiques. Donc, on vous précise les activités qu'on ne peut pas s'en passer l'une de l'autre sans qu'on n'a pas épuisé une activité antérieure. C'est dans les calendriers. Et donc, c'est un outil systématique bien résumé qui sort, n'est-ce pas, de tout un grand chronogramme, de toute une grande planification électorale et qui précise avec beaucoup de précision, excusez-moi la tautologie, de tout ce qui va être réalisé. C'est un petit complément, Oui, c'est toujours important. Tout en remerciant les collègues. Ouais. Oui, par rapport à l'opportunité, elle était là. Elle était là parce que j'ai vu que toutes les parties prenantes maintenant sont en alerte. La CENI a fait très bien de choisir ce moment pour nous donner ne fût-ce que ce qu'elle pense faire. Okay. Ce qu'elle pense faire à court, à moyen, à long terme. Je pense que déjà toutes les parties prenantes sont en pleine ébullition, les partis politiques, la société civile. Je l'espère bien que ce soit aussi du côté des institutions de la République qui accompagnent les processus, c'est toutes les institutions clés de la République. Et donc, le bon moment était là. À la CENI de faire ainsi pour publier. Mais est-ce que tout a été fait? Ce sont des questions qu'on pourra échanger au fur et à mesure. Oui, M. Guy Blaise, est-ce que le moment était propice? Je crois, Maître Pacifique l'a dit, ici nous nous complétons. Je crois que ce moment était bien tombé. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui Nous sommes au mois de février, première semaine du mois de février 2022. Les années vont vite, les jours vont vite. 2023, moi j'aime dire, c'est déjà demain. Et il ne fallait pas attendre pour montrer les intentions de la CENI, pour alerter les institutions. Moi je crois que ce que Denis Kadima a fait, c'est pour alerter les institutions, les autorités, les partis politiques, pour vous dire que vous chantez dans vos bouches, vous dites, vous proclamez élection 2023, voici ce qu'il faut faire, le moment est arrivé pour arriver à cela. Moi, je crois que le moment est arrivé et c'est ce moment-là. Et d'ailleurs, si vous avez suivi, et le collègue l'a dit, le confrère l'a dit, si vous l'avez suivi, les partis politiques sont en alerte, sont en ébullition. Le moment était bien tombé et ce sont les institutions qui doivent prendre la main pour activer les choses. Maître Pacifique Nkunzi, on a ici une copie de cette feuille de route. Est-ce qu'on peut en retenir quelques grandes lignes quand même? Oui, cette feuille de route a trois grandes parties. Elle commence par nous présenter l'état des lieux qu'ils ont pu faire au début quand ils sont arrivés. Et nous présente... Quand ils ont été investis, quand ils ont été investis. Cette feuille de route nous présente aussi les activités administratives internes qu'ils ont pu mener. Ils projettent organiser les élections dans les provinces dans lesquelles il y a des problèmes de motion de censure et de défiance contre les différents gouverneurs. C'est de leur droit de le faire, conformément aux lois légalement établies dans notre pays. Mais alors, la deuxième partie, elle concerne maintenant les activités les activités préparatoires à l'élection présidentielle, législative, provinciale et locale en 2023. Ils ont quand même repris les élections locales. Oui, oui. Ils ne peuvent que le reprendre parce que la loi met tout ça ensemble. Les élections universelles directes sont ensemble, les élections indirectes, mais ça dépend des options que souvent que le parti prenant, lorsqu'on écoute les uns les autres par rapport aux agrégats, aux conditions difficiles, peut-être on en parlera, qui amène que les options bougent de prioriser telle élection par rapport à une telle élection. Et pourtant, toutes ces élections sont tellement nécessaires, en commençant par les élections locales,
que nous avons toujours oublié depuis 2006, n'est-ce pas? Ces opérations préparatoires qui nous amènent en décembre 2023, c'est l'actualisation de la cartographie des sites de vote, c'est l'enrôlement, identification et enrôlement des électeurs. Là, il y a un souci qu'il faut que les auditeurs devraient aussi comprendre. Un souci en ce qui concerne l'enrôlement. Oui, s'il y aura le temps, je pourrais y revenir. D'accord, ok. Après, quand on a déjà les fichiers électoraux, là maintenant, on procède à la répartition des sièges. Quand on a fini la répartition des sièges, on va directement aux opérations du BRTC, le bureau de réception et traitement de candidature, pour chercher les candidats. Quand on a les candidats, c'est la campagne. Quand on a la campagne, c'est le jour des scrutins. Les condations, on a fini. Mais nous les disons que les jours du scrutin, on les fait dans une seule journée. Mais pour préparer les jours du scrutin, ça prend beaucoup de temps, parce que le temps, c'est l'ennemi numéro 1. Et la troisième partie, d'ailleurs, c'est là où ils ont commencé, les autorités de l'OGE de notre pays, ils ont commencé par présenter les 8 contraintes. Et la première contrainte, ils disent déjà, le problème, j'ai un problème du temps. En tout cas, ils disent, il y a un problème du temps. Et nous, comme techniciens du domaine, nous acceptons et nous comprenons qu'effectivement, il y a un problème du temps. Et il ne faut pas qu'on puisse les jeter des pierres par rapport à cet élément, parce que nous avons attendu longtemps. Combien de temps nous avons pris pour mettre en place la nouvelle CENI? C'est 2 ans. Chaque cycle électoral, nous prenons 1 année à 2 ans pour mettre en place les animateurs. 13 à 15 personnes. Nous prenons toujours 1 année, 2 ans. Et c'est depuis les différents cycles électoraux qui se sont succédés. Comme nous sommes ici, nous avons refusé de nous entendre pour une question que nous pouvons clôturer dans 2-3 jours. Mais ça nous prend toujours 1 à 2 ans. Et lorsque vous regardez globalement le temps nécessaire que tout un processus peut nous prendre, c'est plus ou moins 1000 jours. Que ça peut nous prendre, plus ou moins. Et si on les compresse, en tout cas, on peut compresser pour aller juste un peu diminuer là-dedans, autour d'une centaine de jours. Mais le problème, c'est que cette CENI que nous sommes en train d'encourager, d'avancer, de nous donner de bonnes élections, a un souci du temps. Et toutes ces 8 contraintes, il y a deuxième contrainte, et c'est la contrainte la plus difficile, c'est la volonté politique. En tout cas, la volonté politique pose problème. La troisième contrainte, c'est la production attend des lois essentielles. Les réformes électorales. Les réformes électorales. La mutualisation. Je vais y revenir. La sécurité. Les questions sanitaires, les questions logistiques. Alors, les réformes sont là. Nous avons tous demandé, lors des élections de 2018, sur le lendemain 2019, qu'il y a eu corruption, selon les faits que nous avons entendus, dans les élections indirectes. Nous avons dit que désormais, nous voulons que désormais le président de la République soit élu à un scrutin à 2 tours. Lorsque vous regardez tous les rapports des missions citoyennes d'observation des élections, excusez-moi, ils ont pu proposer des réformes vraiment majeures qui ne peuvent que se réaliser qu'avec une révision de la Constitution de la République. Mais ce débat n'est pas lancé. L'information, les citoyens n'ont pas accès à cette information, que oui, nous avons voulu qu'on puisse changer le mode de scrutin, mais nous avons mis tout dans la Constitution. Nos modes de scrutin sont constitutionnels. Et donc, la loi électorale, c'est une loi constitutionnalisée, notre loi électorale. C'est une loi constitutionnalisée. À tel point que des questions éminemment majeures de gestion de notre gouvernance électorale, on ne peut pas les aborder vague-vaille. Ça suscite que toutes les institutions, toutes les forces sociales de la République se mobilisent et se mettent ensemble pour réfléchir et dire
à travers les institutions, bien entendu. Il ne faudrait pas que l'opinion pense que j'appelle à autre chose. Nous, au sein des institutions au Parlement, pour qu'on réfléchisse qu'est-ce que nous voulons, parce que les consensus et les mots-clés pour tout technicien qui a appris les normes internationales dans le domaine électoral. Et donc, ce n'est pas les biceps qui gèrent les réformes majeures d'une élection. Il faut que toutes les parties prenantes donnent leurs avis et que la majorité l'emporte pourvu que tout le monde se retrouve pour la stabilité, la cohésion et l'unité de notre pays, la RDC. Merci beaucoup, Maître Pacifique. Sans vous interrompre, je reviens à M. Guy Blaise Kitiki. On a parlé des contraintes tout à l'heure, là. Les contraintes, est-ce qu'elles sont surmontables? Déjà, quand vous suivez Denis Kadima, le président de la CENI, en parlant des réformes, en présentant cette feuille de route, quand vous lisez les 8 contraintes, Maître Pacifique a dit, et j'ai retenu, que le temps n'est pas notre ami. Le temps n'est pas notre ami et la CENI a compris. C'est la session de mars. Tout doit partir de la session de mars. Parce que, vous le savez, il a dit, les lois électorales, c'est constitutionnalisé. Et la CENI émane de l'Assemblée nationale. C'est constitutionnel. C'est une institution d'appui à la démocratie. Ça veut dire, s'il faut effectivement aller dans le sens de la révision du mode de scrutin, ça demande le processus de la révision de la Constitution, comme ça a été fait en 2011 avec la loi 011/02 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution. Effectivement, parmi ces articles, le mode de scrutin a changé. S'il faut revenir, et vous savez quel temps ça peut prendre, est-ce qu'on va prendre toute la session de mars? En ce moment-là, ce que j'apprécie, ce que j'ai retenu, il faut lancer les grands débats. Il faut que les débats soient lancés. C'est là où intervient l'information électorale. Ouais. L'information électorale ne veut pas simplement dire que bon, la CENI a lancé la feuille de route, non. Et puis ça s'arrête là. Et puis ça s'arrête là. Voilà. Vous, les journalistes, les médias, et aujourd'hui, lorsque nous faisons des recherches dans le droit des médias, nous constatons que les médias en ligne, ce qu'on appelle les générateurs de contenu, des informations dans l'Internet, l'Internet aujourd'hui prend les dessus sur les médias classiques, tels que le journal, les médias traditionnels, que les chercheurs français, Avry Bouillon dit aujourd'hui, et Philippe Beau, ils disent qu'aujourd'hui, l'Internet, la puissance de l'Internet prend les dessus sur les médias classiques, c'est-à-dire le journal papier. Et tout le monde a un téléphone, tout le monde, une information sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, médias en ligne, ça part vite. Est-ce que ceux-là, les journalistes professionnels qui ont appris les métiers de la collecte, du traitement et de la diffusion, ont-ils lancé ces débats pour alerter? Parce que Denis Kadima nous alerte avec cette feuille de route, nous dit, voici, avons-nous vu, peut-être que vous êtes le premier média, la première chaîne, à inviter les spécialistes, à inviter les experts. Nous venons comme chercheurs en droit des médias, nous vous disons, les journalistes, avec, bien sûr que la loi sur l'accès aux sources est encore en étude, mais le métier de journaliste, il y a les journalistes d'information avec les états généraux de la communication, vous avez le devoir de lancer ces débats. Et les mots ne viennent pas de moi, ils viennent de l'expert de la CENI. Vous lancez ces débats dans les grandes questions. Voici les grandes questions. Faut-il, oui ou non, garder les scrutins à un seul tour ou le revoir? Quelles sont les implications s'il faut revoir ces scrutins? On nous a appris dans le gouvernement passé que chaque mois, on mettait de l'argent pour les élections. Quelle est la cagnotte aujourd'hui, l'état de la cagnotte, l'état financier pour grandir des opérations électorales? Alors que la CENI parle du retard dans le financement des opérations électorales. Voilà, parmi les contraintes, le retard. Absolument. Moi, je ne le dis pas, l'expert absolument. nous éclairer. Absolument. Moi, je demande aux journalistes Je reviens. Oui, le débat est déjà lancé, justement. C'est l'objet, entre autres, de cette émission. Mais vous n'avez pas, jusque-là, répondu à ma question. Est-ce que ces obstacles sont les contraintes?
sont-elles surmontables? Sont surmontables. Au regard du temps, parce que vous avez dit le temps n'est pas notre allié. Sont surmontables parce qu'il y a le deuxième point, Ouais. la volonté politique. Moi, j'ai l'avantage d'avoir étudié les sciences politiques. Je suis en droit public interne. Ceux qui disent on étudie le droit constitutionnel. Quand on dit volonté politique, signifie clairement, en fermant les yeux, le pouvoir public, les dirigeants. Que ça veut dire volonté politique? Il suffit de dire, bon, voici la priorité, élection priorité, monsieur le Premier ministre, monsieur le gouvernement, regardez les priorités et parmi vos priorités dans le budget, ne pouvez-vous pas, qui peut le faire, c'est au Conseil des ministres. Lorsque au Conseil des ministres, ils se réunissent, on met, c'est surmontable. Par exemple, il dit, les intentions d'organiser doivent être traduites par des actions concrètes. Voilà. On a cité les institutions et le président de la République, le Parlement, le gouvernement, le cours des tribunaux, les partis politiques. Bon, le cours des tribunaux peut-être viennent à la fin lorsqu'il a parlé des contentieux, mais la volonté politique ici, c'est l'exécutif et même le Parlement. Donc, c'est possible de le surmonter, d'autant plus que déjà, on vous alerte par les éléments, par les 8 contraintes. Maître Pacifique Kounzi, ces contraintes sont-elles surmontables? Il faut qu'on les vulgarise. Voilà. Il faut qu'on les vulgarise. Il faut qu'on en informe un peu tôt les citoyens. Voilà. Il faut qu'on informe les citoyens que nous sommes dans une zone rouge. Dans une zone qui me paraît un peu rouge, mais dont l'alerte est tombée après nommé, même si avec un petit retard aussi, n'est-ce pas? Mais que c'est surmontable, mais moyennant beaucoup de sacrifices. Moyennant beaucoup de sacrifices et moyennant beaucoup de volonté. Voici l'analyse complémentaire à ce que les collègues a pu évoquer lorsqu'ils traitaient cette question, si on peut vraiment surmonter ces obstacles. Il faut y aller l'un à l'autre de ces obstacles tels qu'évoqués. Déjà, le problème de la mutualisation, parce qu'on n'en a pas assez parlé. On n'en a pas assez parlé, voilà. La mutualisation veut dire, et je vous sollicite 2 minutes, parce que j'ai travaillé sur ça avec les autres collègues experts, c'est qu'on prend l'option, n'est-ce pas, que désormais notre République doit doter chaque citoyen d'une carte d'identité nationale. Cette carte d'identité nationale... C'est la question du recensement. Parce que, absolument, nous avons attendu beaucoup d'années sans en avoir. Et moi, en tant que citoyen qui a étudié un peu ce domaine, j'encourage cet argumentaire parce qu'en effet, toutes les faiblesses que nous avons collées au fichier électoral, dans les analyses évaluatives que nous avons faites depuis, nous avons dit que nous n'aurons jamais un fichier électoral fiable aussi longtemps que nous n'aurons jamais le fichier de l'état civil stabilisé qui existe, modernisé en République démocratique du Congo. Ça veut dire quoi exactement? Donc, désormais, il faut qu'on procède au recensement administratif de la population, encore qu'il y a aussi le recensement général, ouais. Mais on aura le temps peut-être d'en parler dans une émission tout entière. Tout à fait. De ces populations identifiées, n'est-ce pas, la CENI pourrait y en extraire son fichier. Quel est l'avantage? L'avantage, c'est que lorsque vous quittez d'une commune à une autre, vous quittez Kimbassé, que vous allez à Mongafula. Vous arrivez à Mongafula, vous devez aller à la commune de Mongafula pour signaler au nouveau bourgmestre que vous avez quitté Kimbassé, que désormais vous avez changé d'adresse. Voilà. Okay. Vous quittez Lubumbashi vers Kassai, Kassai vers Bandundu, Bandundu, etc. Vous devez signaler. La CENI n'est pas au courant avec son fichier électoral combien de citoyens qui se sont déplacés pour des raisons d'études, pour raisons d'économie, pour raisons de maladie, pour raisons de guerre, d'un endroit à un autre. Or, le principe, c'est que vous votez là où vous êtes fait enrôler. Ce qui fait que, sur base de cet élément, il y a déjà un problème. Le deuxième problème, tous les décédés, ils sont très nombreux dans ce fichier. La CENI n'a pas un mécanisme légal qui lui donne la possibilité d'en extraire
les décédés dans ces fichiers électoraux. Mais lorsque un fichier de l'état civil est mis en œuvre, est mis en fonction tous les jours, où on actualise les nouveaux-nés, les nouveaux majeurs montent parce que le ciel ne fait que monter l'âge des uns et des autres. Les décédés, parce que vous devez avoir un certificat de décès à la commune, on vous extrait au niveau des chefferies, des secteurs, etc. Et donc, les jours de l'élection, nous n'avons plus besoin de mobiliser 400 millions de dollars pour aller faire l'enrôlement des électeurs. L'état civil, la CENI, va juste au niveau du ministère de l'Intérieur, à travers ce service, pour demander qu'on extrait tous les citoyens congolais âgés de 18 ans et au-delà. Ça signifie que vous, là, quand vous dites ça... Et là, c'est fiable. Quand vous dites ça, maître, ça signifie que vous avez une administration moderne. Nous en avons, voilà, je continue. Ah, on en a, hein? Mais maintenant, non, je dis que je continue, Nous n'en avons pas, absolument. Voilà. Excusez-moi, vous allez garder la main. L'ONIP est là, mais l'ONIP, la mise en place ou l'effectivité de l'ONIP pose problème. Ouais. Oui, j'en viens maintenant à l'ONIP. La mission réglementaire. Attention, la mission d'identification et enrôlement des électeurs est du domaine de la loi. Mais la mission d'identification administrative des citoyens est du domaine réglementaire. Et donc la mutualisation de l'ONIP et la CENI et le ministère du Plan à travers les services BCRG, ça demande que les institutions s'asseyent et on harmonise au niveau du cadre légal pour que nous ayons une compréhension commune de ce qu'on va faire. Tout à fait. Cette mutualisation veut dire que les opérations, on sache quelle est la part de la CENI, quelle est la part de l'ONIP, quelle est la part des autres services que nous avons sous la coordination, n'est-ce pas, peut-être du Premier ministre, avec l'impulsion du président de la République, que toutes ces institutions, parce que c'est lui les garants de la nation et des institutions, du bon fonctionnement des institutions, et qu'on sache à quel moment toutes les parties prenantes, la société civile, les jeunes, les femmes, les partis politiques interviennent pour accompagner l'encadrement de ce processus. Vous pensez, maître, pour terminer... C'est une contrainte. Hein? Oui, ouais, c'est une contrainte. Oui. Mais est-ce que vous pensez que cette mutualisation-là est possible? J'en arrive. C'était hier quand j'en parlais encore à CEPAS. Ouais. J'en parlais parce que hier, nous avons discuté ces questions. Ouais. J'ai dit ceci à tous ceux qui m'ont suivi, et je le répète à toute l'opinion, qu'en réalité, les élections de 2023 ne peuvent pas être conditionnées par les recensements administratifs de la population. Absolument pas. Et donc, si nous voulons recourir à nos modes circonstanciels, habituels, de l'identification et enrôlement des électeurs, nous pouvons, juste pour voir si nous allons rester dans cette fourchette de décembre 2023, qui est en train de nous coller. Mais si nous avons besoin de creuser l'abcès correctement, et que nous enlevons l'abcès qui est dans les corps, au lieu de mettre le mercurochrome et le paracétamol au-dessus de la plaie, n'est-ce pas, pour que nous ayons quelque chose que les patients puissent se déplacer, ne fût-ce que pour aller en ville, on peut le faire. Mais si on lui dit, monsieur le patient, pour bien te soigner, nous devons encore te retenir encore 4 mois ici à l'hôpital, pourvu que nous creusons l'abcès. Et on demande à tous les membres de la communauté, de la famille, d'accepter de supporter encore 4 mois supplémentaires, le temps de creuser l'abcès. Est-ce que je ne préfère pas expliquer ce langage que j'utilise. Je préfère que l'opinion en déduise ce que je vais vouloir dire. Parce que l'idéal serait qu'on creuse l'abcès, non? Mais il faut quand même qu'il y ait une compréhension commune, un consensus de ce plaît, parce qu'apparemment, toutes les parties prenantes, on a besoin qu'on ait, nous tous, une carte d'identité. C'est mon opinion, j'ai besoin d'avoir cette carte d'identité qui m'a été privée par mon pays depuis des années. Depuis des années, depuis l'arrêt. Mais alors, il faut qu'il y ait alors une compréhension. Maintenant, la question, est-ce que cette mutualisation peut-elle rassurer les citoyens de le faire et d'aboutir en décembre 2023, si déjà l'ONIP demande une année? Dans une année, je suis à mesure.
La CENI, les opérations, bon, la CENI n'a pas encore dit parce qu'elle n'a pas encore publié un calendrier. C'est là où nous saurons les temps exacts qu'ils nous demandent. Mais dans la technique, nous connaissons que c'est autour de 400 jours. Est-ce que si nous mutualisons aussi ces jours, et même si on essaie un peu de les compresser, nous sommes au-delà de 2023. Ça fait 16 mois. Voilà. Voilà. 400 jours, ça fait c'est autour de 14 mois. Donc, qu'il faut que l'opinion comprenne qu'il n'y a pas péril lendemain. C'est notre pays, nous n'en avons pas deux. Il y a beaucoup de priorités. Mais maintenant, supposons que la CENI a les moyens. Supposons que le Parlement lui donne le loi. Supposons que la mutualisation, elle commence à être mise en œuvre. Mais que nous, citoyens, toute la population congolaise, nous n'avons pas compris l'intérêt supérieur qui passe par la sécurisation de la partie orientale. Et que nous sommes dans une période d'un état de siège, et que dans un état de siège, les droits fondamentaux des citoyens sont un peu réduits, n'est-ce pas, en fonction du cadre légal, et que ces citoyens ne peuvent pas s'émouvoir correctement lorsqu'on va procéder à toutes ces analyses. Nous avons l'impression qu'il y aura encore un ajustement très important, au-delà de la recommandation du plan de sécurisation, qui risque d'impliquer maintenant notre armée congolaise, parce qu'elle impliquait beaucoup plus le ministère de l'Intérieur et la CENI. Et donc, vous comprenez que la partie orientale, elle mérite d'être sécurisée. Et c'est comme ça que beaucoup de débats soulèvent. Quel est le droit le plus fondamental? Le droit du vote ou du droit à la vie ou du droit au développement? Doit-on... Et ce sont des questions complexes. Et j'espère que l'opinion intellectuelle peut-être pourra me comprendre, mais on pourra encore expliciter davantage l'opinion moyenne pour comprendre que tout c'est complexe. Nous devons faire nos élections en fonction de nos réalités du pays, nos contextes qui sont les nôtres pour le moment, et que nous demandons aux autorités d'informer, de communiquer davantage, au lieu d'attendre toujours le jour J, d'expliquer à ces citoyens quels sont nos problèmes actuels de la République, à quel moment nous en sommes, comment nous devons tous se sacrifier, les gouvernants et les gouvernés, par rapport aux priorités du moment, parce que nous n'avons qu'un budget de 4-5 milliards de dollars à mobiliser. Faut-il les amener vers les élections au détriment de la paix, de la tranquillité du pays, les social, etc. Comment ajuster toutes ces priorités de la République et que les citoyens, bien informés, devraient comprendre qu'on doit quand même arriver à se mettre d'accord sur ce que nous voulons faire dans le cadre de l'accompagnement des institutions de la République. Merci beaucoup, Maître Pacifique Nkunzi. Donc, ce sont des questions importantes. Là, on était dans le chapitre contraintes, mais cette feuille de route, justement, ces contraintes qui sont contenues dans la feuille de route, cela renvoie justement à ce que nous disions dans le cadre justement de cette émission, de l'information à mettre à la place publique. La feuille de route ici devrait, comme le disait Maître Pacifique Nkunzi, comme vous le disiez tout à l'heure, vous l'avez soutenu, que ça devrait être porté à la connaissance du public pour savoir lancer les débats, pour expliquer est-ce qu'il faut avaler cette pilule amère de la mutualisation qui nous amène à aller au-delà de 2023, alors que au sein de l'opinion, il y a certaines tendances qui disent c'est 2023 ou rien. Monsieur Guy Blaise de deux choses l'une. Voilà. Maître Pacifique a donné les éléments plus importants. Il est clair. Il a lancé le gros débat, les grandes questions que les médias, les intellectuels, les autorités, les partis prenants, les partis politiques, voilà. La société civile, tout le monde devait se mettre ensemble pour aborder ces questions et lever les grandes options. Et comme ce n'est pas fait, vous posez une question, vous demandez, il faut que la feuille de route soit mise à la disposition de l'opinion. Qui doit le faire? Qui doit donner les moyens? Oui, c'est vrai. Mais en ce moment-là, comme on dit, force vive, la société civile, force vive, c'est la population se regroupe
dans des différentes strates, pour appuyer, c'est ça même l'objectif de la société civile, d'interface du gouvernement. Ouais. Faire le contrepoids. Voilà, le contrepoids, le mot que je cherchais. Ouais. Amener le gouvernement qui doit communiquer. D'abord, vous faites bien, vous, Justicia, avec cette émission, vous faites bien, déjà, porter à la connaissance de l'opinion qui nous regarde les informations importantes sur les élections, et avec l'expertise de Maître Pacifique, qui nous donne les éléments fondamentaux sur lesquels nous devons nous baser. Je crois que le journaliste veut se saisir. D'abord, au lieu d'attendre le moyen, parce que c'est notre pays, c'est la fibre patriotique. Moi, j'appelle le journaliste, le professionnel des médias, de se saisir d'abord de cette grande question, des débats soulevés, d'en faire des émissions, et en lançant les débats, peut-être que les dirigeants, le gouvernant, ceux qui nous veulent, c'est leur rôle, peuvent se saisir et revenir dans le bon sentiment. Mais telles que les choses sont présentées, telles que les choses sont, je suis pessimiste. Moi, je suis pessimiste. Je proposerais qu'on revienne dans un premier temps, il a dit, dans la formule circonstancielle. Parce que je suis... Transitoire. Je suis pour ne pas embraser le pays. Et même là, alors, il y a une contrainte de sécurité. J'ai fait un tour dans la zone état de siège. Okay. Vous avez suivi les tueries, Ituri. Ouais, vous avez suivi. C'est tous les jours. 3 questions fondamentales qui ont posé 3 éléments. Droit à la vie, droit de vote, droit au développement. Mais je crois que les juristes savent les droits à la vie. C'est le droit le plus prioritaire. Voilà. Quand bien même il faut voter, désigner les dirigeants. Mais parmi tous les 3 droits, les droits à la vie priment. Oui. Donc, vous disiez tout à l'heure, oui, du droit à la vie, droit de vote et le développement. Et le développement. Voilà. Mais maintenant, il y a une question, et c'est même la question dans le contexte de la sécurité. Ouais. Faut-il priver nos frères de l'Est du droit de vote? C'est une question, on peut réfléchir là-dessus. En voyant les opérations d'enrôlement, s'il faut choisir ma formule circonstancielle, c'est-à-dire identification des électeurs, en attendant que les autres institutions, les autres services publics, ONIP et autres, de nous proposer la carte, les statistiques sur la population, sur ceci, le BCRG. S'il faut adopter cette formule transitoire, provisoire, des cartes d'électeurs, mais il faut regarder la sécurisation des gens qui doivent aller chercher cette carte d'électeur. Comment est-ce que c'est possible? Sinon, auquel cas, ne faut-il pas les priver? Je sais que maître spécialiste expert en droit électoral, faut-il pas priver la partie, parce que je ne sais pas à quel moment prendra fin l'état de siège. L'état de siège risquerait de nous amener jusqu'en décembre 2023. Mais si tout se calmait, on peut. Mais je ne sais pas, je ne suis pas prophète des malheurs, mais je vois que la sécurité du pays, c'est vraiment aussi important. Les coins, ce n'est pas aujourd'hui... c'est vraiment, ça devient une épine dans le dos de la République démocratique du Congo. Il faut réfléchir. Mais moi, j'ai dit, le journaliste, le ministre de la Communication, comme il a pris cet élan, cette impulsion, il a boosté dans ce que le gouvernement fait, la CENI, un des services publics de l'État, il peut lancer ce débat d'information. Parce que l'article 24 de la Constitution est clair. Le droit à l'information. Et c'est ce qui nous amène à faire des recherches sur le droit à l'information. Le droit à l'information, il y a un émetteur et un récepteur. Celui qui émet donne les informations au récepteur. Mais il y a la population qui doit être informée. Mais justement, le droit à l'information, là, il est buté à beaucoup d'obstacles. Pas facile d'accéder à certaines informations. Maître Pacifique. Oui, je voulais compléter à ce niveau du débat, de ces échanges, que l'information, elle est importante. Mais le citoyen devrait amener chaque institution à faire sa part des choses. Les députés nationaux, quand ils descendent en vacances parlementaires, ils peuvent échanger avec les citoyens à la base. Voilà, restituer les travaux parlementaires, par exemple. Je suis content que toutes les réunions du Conseil des ministres, en tout cas, nous accédons
à la copie du compte-rendu, nous les citoyens. Là, nous pouvons féliciter ces gouvernements. Ah oui, c'est vrai, mais parce que nous accédons. Quels citoyens, pas les citoyens nous accédons. de tous les villages du Congo. Au moins, nous accédons. Nous accédons au compte-rendu. Oui. Ok. Hein? Avec la facilité d'Internet, la CENI a pour mission, comment faire pour le moment, c'est de sensibiliser à travers les cadres de concertations électoraux, à travers toutes les réunions avec les parties prenantes, toutes tendances confondues. Dans ce monde, il n'y a pas un petit et un grand. Toutes tendances confondues ont droit à l'accès à l'information. Et l'information dans ce domaine a 5 avantages majeurs. Le premier avantage majeur, ça met fin à la spéculation. Ça met fin à la spéculation. L'unique institution habilitée à nous donner les informations sur les questions électorales et les vraies, telles que planifiées, c'est la CENI. Et donc, nous devons l'amener à l'accompagner, qu'elle arrive à les rendre en impliquant toutes les parties. Deuxième avantage d'accès à l'information, c'est que nous mettons fin aux rumeurs, à la désinformation. La bonne information, là où elle arrive, c'est vraiment l'unique possibilité de mettre fin à la désinformation. Tuer la désinformation. Tuer la désinformation. Voilà. Et la bonne information. Par rapport à la bonne information, avec la pilier des réseaux sociaux, mon collègue a parlé de l'Internet qui est en train d'accroître sa puissance sur le média ordinaire, n'est-ce pas? Combien encore qui suivent nos médias classiques? Voilà. Nous accédons déjà à l'information rapide à travers les réseaux sociaux. Mais ces réseaux sociaux, nous devons les capitaliser. Les capitaliser en y donnant un contenu d'éducation civique aux citoyens. Le troisième avantage de l'accès à l'information, c'est que nous amenons les citoyens à les ramener vers l'importance et les bien fondés du processus électoral. Le faire tardivement, nous ratons, parce qu'à chaque phase du cycle électoral, les citoyens doivent réellement participer aux élections et doivent concourir, doivent toujours être vigilants, vigilants et éveillés par rapport à ce qui se passe. Et je vous appelais dans l'émission, aussi les auditeurs, nos spectateurs qui nous suivent, dans notre émission la fois passée, nous rappelions que le taux de participation aux élections au Congo est en bas. Ouais. Nous sommes autour des 47%. Et en baisse depuis... en baisse. Voilà, depuis 2006. Et que l'accès à l'information va nous amener. Les derniers avantages, et j'en finis là-bas comme j'ai vu... Au cours derrière les temps. Voilà. C'est que l'accès à l'information va réduire la méfiance. La méfiance, c'est l'ennemi aussi difficile à intercepter dans le processus, que si on ne gère pas la méfiance, la crise de confiance et la méfiance entre les parties prenantes, ça peut nous poser un problème. Et l'accès à l'information, et j'en finis là-bas, nous permet d'accroître le civisme électoral et la culture d'acceptation des résultats, parce que nous allons amener les citoyens à accroître leur culture politique citoyenne, de participation politique électorale, et ensemble nous allons amener ces citoyens à l'esprit de redevabilité, et quand les candidats vont venir avec leurs sachets de cacahuètes, leurs culottes, l'épargne, les choses à distribuer aux citoyens, les citoyens auront compris c'est quoi un projet de société, c'est quoi un programme d'un candidat. Ils auront compris c'est quoi disent les lois de la République dans le domaine électoral. Et nous allons accroître davantage. Et c'est là où je vous remercie comme médias, avec tous les partenaires qui vous accompagnent, de multiplier. Vous êtes encore au début, ne vous fatiguez pas et continuez sans cesse ce travail que vous êtes en train de faire pour la République et pour notre population congolaise. Merci beaucoup, Maître Pacifique Kounzi. Nous avons fini l'émission. Nous atterrissons. Je vous accorde la parole justement pour chuter. Et effectivement, pour chuter, il a donné les avantages de l'information. Maître Pacifique a dit que la CENI, c'est vrai, mais j'ai dit, c'est pas seule la CENI. La CENI, comme qui est porteur ou porteuse de la feuille de route de toutes les opérations, doit faire ce qu'on appelle le cadre de concertation, associer le parti politique
les autorités, les institutions. Eux, à leur niveau, les partis politiques, parce que la loi portant, la loi 04 du 15 mars sur les partis politiques, l'article dit les partis politiques ont comme mission l'éducation civique. Voilà. Il a dit. Ce que beaucoup de partis ne font Voilà, pas. c'est que beaucoup de partis ne font pas. Voilà. Donc, les partis politiques Sont interpellés. sont interpellés Tout à fait. pour donner la bonne information, l'information sur le processus électoral. Tout à fait. C'est le rôle des partis politiques. Ils doivent le faire. Et c'est la loi. Il ne pas le faire, c'est violer la loi. J'ai dit, et les partis politiques ont comme objet, c'est de conquérir le pouvoir, de les garder le plus longtemps possible. Voilà. Vous allez conquérir le pouvoir, il a dit, vous amenez des cacahuètes. Mais il faut expliquer à la base pourquoi voter, l'importance du processus électoral. Donc j'ajoute à ce que Maître a dit, c'est vrai, la CENI, mais aussi qu'il y ait un cadre de concertation de toutes les institutions, de toutes les parties prenantes pour apporter la très très bonne information et chasser la méfiance et la désinformation. Merci beaucoup, Monsieur Guy Blaise Kitiki. Vous êtes chercheur en droit des médias. Maître, vous avez un autre mot à placer? Non, c'est juste dire un grand merci et de continuer à persévérer dans ce travail d'information. Et je pense que les institutions de la République devraient vous approcher et vice-versa pour voir ensemble comment, n'est-ce pas, mutualiser ces efforts pour que les citoyens arrivent à accéder à l'information. Et en accédant à l'information, ils peuvent mieux décider de l'avenir, parce que nous avons dit que c'est à l'article 5 que l'accès au pouvoir ne peut qu'être par de voie démocratique, et qui voit la démocratie, c'est le souverain primaire qui doit toujours renouveler ses dirigeants, n'est-ce pas, à tous les niveaux, à tout moment que les 5 ans, etc., que le cycle les demande, perdure, voilà. Ou donner beaucoup de chance à ceux qui ont beau bien travailler de continuer à travailler. Et donc, c'est vraiment une satisfaction qui m'anime, et de dire bonjour et bonsoir à tous ceux qui nous ont suivis et félicitations pour ce travail. Merci beaucoup, Maître Pacifique Kounzi, expert et enseignant des élections. Merci d'avoir participé tous les deux à cette émission, Information électorale pour tous. Merci à vous, chers téléspectateurs de Justicia, d'avoir suivi cette émission. Au revoir et bonne suite de programmes sur votre chaîne thématique judiciaire.